Dimanche 16 mai 2021, bonjour à tous, il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Et ce communiqué pour démarrer à l'invitation du président de la République française, son Excellence M. Emmanuel Macron. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi 15 mai 2021 pour Paris en France, où il prendra part au sommet sur le financement des économies africaines. Ce sommet vise à mettre en place un soutien financier massif aux économies africaines durement éprouvées par la pandémie de Covid-19 et à poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. La question de la restructuration de la dette des pays africains sera également abordée au cours de cette rencontre. En marge du sommet, le chef de l'État aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs personnalités. Le concours d'entrée dans les CAFOP session 2021 s'est ouvert hier samedi avec les épreuves écrites. Plus de 55 000 candidats composent dans 113 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. 5 000 postes sont à pourvoir et les résultats seront connus en juillet prochain. Le reportage de Didier Nguessan. Dans ce contenant, les copies de composition sont triplement scellées. Une paire de ciseaux et l'épreuve de mathématiques peut démarrer. 55 395 candidats, dont 21 000 femmes au poste d'instituteur adjoint, composent pour le concours direct d'entrée dans les CAFOP. Le lycée moderne de Trècheville compte 2 centres d'examen pour 1000 candidats. Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, encourage les candidats et reste formelle. L'égalité des chances pour tous les candidats uniquement par le travail. J'ai bossé. Je suis venue rendre ce que j'ai appris. J'entends ça de la bouche de Madame la ministre, je suis vraiment heureuse. Parce que nous autres, nous sommes des enfants de pauvres. Je suis heureuse. Seconde étape, le lycée classique de Cocody. Les candidats ont 2 heures pour rendre les copies. Déjà, moi, je comprends déjà les questions et je pense que je vais pouvoir faire un bon devoir en tout cas. Il faut bosser pour réussir. Voilà, le parrainage, ce n'est pas un bon moyen, ce n'est pas un bon chemin à prendre en tout cas. Et moi et mes amis ici présents, nous sommes ici sans parrainage et on compte vraiment donner le meilleur de nous. J'ai préparé cet examen matin, midi, soir. À chaque fois, je bossais. Comme on le dit, on ne peut pas être à 100% prêt pour un examen ou un concours, mais on a fait le maximum. Il faut toujours travailler pour que la chance vienne. Ici également, Mariatou Koné passe le message du mérite aux candidats. Seul le mérite devrait pouvoir nous aider à distinguer les candidats. Donc c'est par le travail que les candidats, j'espère, en tout cas seront admis, peu importe la situation sociale des parents. Mais quand on a bien travaillé, comme c'est un concours, ça veut dire qu'on a eu le maximum de points, on devrait réussir. Si on a de bons enseignants, des enseignants responsables, alors les enfants devraient bien travailler à l'école. Après les mathématiques, suivront les épreuves de français et de culture générale. Les résultats des écrits sont attendus le 16 juillet prochain. Le test psychotechnique est prévu le 5 août et les résultats définitifs le 10 septembre. Les candidats déclarés admis seront formés au CAFOP durant 3 ans. Situé dans le domaine du port autonome de la ville de San Pedro, le premier centre emplisseur du groupe Aqua en Côte d'Ivoire a été construit sur une superficie de 3,7 hectares. Sa réalisation a coûté près de 8 milliards de francs CFA et il offre une capacité de stockage d'environ 30 000 tonnes de gaz. Cette nouvelle infrastructure devra assurer une capacité d'emplissage de 60 000 tonnes annuellement, soit environ 36 000 bouteilles de gaz par jour. La correspondance de Sam Conan. Voici le plus grand centre emplisseur de gaz à butane de l'intérieur du pays, situé dans la zone portuaire de San Pedro, sur une superficie de 3,7 hectares. Capacité d'emplissage 60 000 tonnes par an, soit 4 130 bouteilles par heure, toutes catégories confondues, avec une capacité de stockage de 640 tonnes. L'occasion qui nous est offerte ce jour est heureuse et belle. Elle résulte de la vision et de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire d'améliorer les conditions de vie des ménages ivoiriens. Le gaz butane est une énergie propre,
Son utilisation contribuera aux efforts de l'État dans la lutte contre la déforestation en diminuant considérablement le recours au charbon et au feu de bois. Ce centre d'emplissage du gaz ivoire, filiale du groupe marocain Aqua, a été inauguré par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Patrick Achi. À travers cet investissement de la société Gaz Ivoire, nous permet de rapprocher et de faciliter l'accès des populations du sud-ouest au gaz butane et s'inscrit bien dans la politique du gouvernement visant à améliorer le bien-être des populations. Le Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations fraternelles, des relations d'amitié. Et plusieurs partenariats ont été signés dans beaucoup de domaines d'activité. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler du centre emplisseur de San Pedro. Le centre emplisseur du gaz de San Pedro offre plus de 400 emplois directs et indirects. C'est le 4e centre d'emplissage de gaz à butane de l'intérieur du pays, après ceux de Bouaké, Yamoussoukro et à Bangourou. La route continue de faire des victimes. Le Haut Conseil des transporteurs veut mettre un coup de frein à tous ces accidents mortels. Les chauffeurs, les syndicats et les propriétaires de véhicules se sont réunis hier samedi à Abidjan. Une matrice de propositions sera remise au gouvernement dans les prochains jours. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en traversant le centre, pas un seul jour ne passe sans qu'il ne soit déploré d'accidents de la circulation sur les routes ivoiriennes, occasionnant des pertes en vie humaine. À l'origine de ces accidents mortels, le non-respect du code de la route et surtout les stupéfiants. Il y a assez de jeunes, comme de ma promotion, qui sont des chauffeurs. Lorsqu'ils sont au volant, ils ont des comportements qui ne sont pas bien. Par exemple, l'alcool au volant, il y a la drogue qui est là, les dépassements, l'excès de vitesse. Plein d'entre nous, ils sont volants, c'est ce qu'ils consomment. Drogue, alcool, incivisme, un véritable mea culpa. Mais pour les usagers, l'accent devrait être mis sur la qualité de la formation des chauffeurs. Les gens ne connaissent pas les panneaux, parce que ce sont les panneaux qui réglementent la route. Mais si on ne prend pas le soin de connaître bien les panneaux avant d'avoir les permis, on va faire des accidents. Responsabilité des auto-écoles, certes, mais insouciance des acteurs du terrain eux-mêmes, selon le Haut Conseil des transporteurs. La fêtière des transporteurs estime en effet que l'État a fait sa part à travers la réhabilitation des routes et la maîtrise des tracasseries policières. Mais en raison de la persistance des accidents, un nouveau schéma va être exploré. Des commissions ont été mises en place à cet effet. Les commissions qui vont être mises en place à court terme vont permettre d'élaborer ce qu'on appelle une sorte de matrice qui va comporter ces préoccupations, notamment l'alcool, la drogue, l'incivisme, le mauvais comportement des transporteurs eux-mêmes dans la tenue des véhicules, et le comportement des acteurs vis-à-vis de nos clients qui sont les populations. Et tout ça va être réuni dans une matrice avec des propositions de solutions, avec des recommandations très certainement que nous allons remettre à notre ministre des tutelles pour recherche de solutions. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et l'incivisme sur les routes, le gouvernement expérimente depuis le 6 mai sur une dizaine d'axes dans le district d'Abidjan un test de notification des infractions d'excès de vitesse, de non-respect des feux tricolores et du défaut d'autorisation de transport. Cette phase pilote précède l'entrée en vigueur de la vidéo-verbalisation. Un mot de culture à présent, 30 ans après sa disparition, Amadou Hampâté-Bâ reste toujours présent dans les esprits de ses proches. Les hommes de culture, les religieux et les hommes politiques se souviennent également de l'homme qu'il fut. Le trentenaire de sa disparition a débuté hier, samedi 15 mai à Abidjan, date anniversaire de son décès. Le compte-rendu de Serge Coléa. Amadou Hampâté-Bâ, le savant africain, l'érudit a consacré sa vie à la valorisation des cultures africaines et à la transcription des traditions orales. 30 ans après sa disparition, la fondation Amadou Hampâté-Bâ, dirigée par Rokiatou Ba, sa fille, porte encore les valeurs de l'homme. Un trentenaire
célébré dans un contexte d'archivage de ses travaux. À travers les activités que nous ambitionnons de faire au cours de ce trentenaire, nous avons aussi, en plus des contes, la narration des contes de Faba, qui est instrument de transmission des connaissances. Si des personnalités comme Ampateba n'avaient pas vécu comme pont entre le passé et l'avenir, croyez-moi que l'Afrique aurait perdu une source intarissable de ses valeurs. À travers témoignages et panels, les disciples de cet immense homme de culture vont se replonger dans cette thématique, développée et laissée à la postérité. Je parle de lire Ampateba et de voir quel est le message. Et ce message-là, comment il est vécu aujourd'hui. Acteur de paix et considéré comme patrimoine culturel africain, les œuvres de Amadou Ampateba ont séduit l'UNESCO. Comme il a été membre du conseil exécutif de l'UNESCO, nous avons rassemblé toutes ces archives. Nous, à l'UNESCO, nous avons fait notre devoir de mémoire. D'autre part, nous soutenons la fondation Ampateba pour pouvoir numériser, digitaliser en fait l'ensemble du fonds documentaire. Selon Rokiatou Ampateba, directrice de la fondation Amadou Ampateba, plusieurs activités sont prévues au menu de cette commémoration marquant les 30 ans de disparition du premier ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Entre autres, soirées culturelles, expositions digitales et concours littéraires vont s'étaler sur l'année 2021. Cheikh Boakari Fofana, un homme, une vision, une œuvre, c'est le titre de l'ouvrage dédicacé hier samedi à la mosquée Salam du Plateau, une œuvre à travers laquelle l'auteur Anliou Touré a tenté de retracer l'histoire du guide Aïma Fofana, décédé il y a un an, un guide qui aura marqué la Oumma islamique en Côte d'Ivoire. Le reportage de Laure Goretti est commenté par Serge Coléa. Une vie de combat et de foi au service de l'islam. Ainsi pourrait-on décrire le dévouement du cheikh Boakari Fofana pour l'islam. Son œuvre biographique, l'auteur Aliou Touré l'intitule « Cheikh Boakari Fofana, un homme, une vision, une œuvre ». L'idée de cet ouvrage, dédié aux guides religieux, naît en 1988. Elle se concrétise véritablement à partir de 2015 avec les bénédictions de l'illustre disparu. Alors que nous étions encore étudiants, en compagnie de mon ami Moustapha Soumaoro, nous sommes allés rendre visite à Oustaz Boakari Fofana à son bureau au plateau ici. Et ce jour-là, Oustaz Fofana a arrêté de faire ce qu'il faisait comme travail et a commencé à nous parler de la lutte dans le sentier de l'islam. Il a axé son intervention autour de 2 versets du Coran. J'ai été tellement édifié par les propos de Oustaz. Lorsque nous sommes sortis, j'ai confié à mon ami que nous sommes témoins de la force d'un homme qui se prépare à changer le monde. Le roman d'Aliou Touré est salué par plusieurs personnalités. Toutes sont unanimes sur l'apport de Cheikh Boakari Fofana en tant que pionnier de la structuration de l'islam en Côte d'Ivoire. C'est une œuvre qui retrace d'une parfaite manière la vie et l'œuvre de Cheikh Boakari Fofana, de son engagement pour donner confiance à la fois aux anciens, aux élèves et aux étudiants, pour prendre conscience de leur rôle dans la communauté, s'engager et travailler à une organisation de l'islam dans le pays. Un vecteur important pour la consolidation de la cohésion et du dialogue interreligieux dans notre pays. L'organisation de l'islam moderne en Côte d'Ivoire, c'est son œuvre. Il était un homme inspiré, il était un homme accompli et il était un sachant. Le cheikh Aïma Boakari Fofana a incarné les valeurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné pendant 23 ans. En un quart de siècle, l'islam était connu partout dans le monde. Cheikh Boakari Fofana est décédé le 17 mai 2020 à l'âge de 77 ans. L'ouvrage biographique de 181 pages est sorti aux éditions Al-Hikma.
Nécrologie, à présent, le journaliste sénégalais Moriba Magasuba a définitivement rangé sa plume. Selon une source proche de la famille, le journaliste historien et écrivain Moriba Magasuba est décédé hier samedi à Abidjan des suites d'une courte maladie. Il résidait à Abidjan, la capitale économique ivoirienne, depuis plusieurs années. Moriba Magasuba a notamment travaillé au journal Le Soleil du Sénégal, à l'agence de presse panafricaine Panapresse, dont il a été le chef de bureau à Abidjan, au magazine international et à l'hebdomadaire Jeune Africa. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information. 3 jours après avoir été nommé Premier ministre, Anatole Koliné Makosso a formé son équipe gouvernementale, une équipe dans laquelle figure notamment l'un des enfants du président Denis Sassou Nguesso et un responsable de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, un parti politique de l'opposition congolaise. Denis Christel Sassou Nguesso, fils du chef de l'État, hérite d'un portefeuille fraîchement créé, celui de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Le nouveau gouvernement compte 36 membres, dont 4 ministres d'État. On y trouve 8 femmes. Et puis du sport, du football, le comité exécutif de la Confédération africaine de football, la CAF, s'est réuni à Kigali, au Rwanda, hier samedi. Des décisions ont été prises concernant l'organisation d'événements majeurs sur le continent. Le report des éliminatoires de la zone Afrique pour la Coupe du Monde 2022 a été confirmé. Les matchs auront lieu fin 2021 et début 2022. Le comité a également annoncé un projet de financement afin d'améliorer les infrastructures sportives sur le continent africain. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Herman Guivet sera avec vous à 10h et à 13h. Quant à moi, je vous retrouve ce soir à 23h. On reste sur RTI 1.